Bonjour à tous, je suis Paul Gralamont-Grain, et dans cette conférence, on va se poser la question: les scientifiques sont-ils les meilleurs héros de jeux vidéo? Je pose la question, évidemment, elle est un petit peu provoque, mais vous allez voir qu'elle est volontairement mal posée. Je vais vous présenter juste quelques grands succès du jeu vidéo récent. Il y a quoi? Il y a Skyrim, Witcher, Legend of Zelda, Red Dead Redemption, Call of Duty, Battlefield, God of War, Diablo. Ça, c'est les plus gros succès du jeu vidéo récemment. Et le point commun entre tous ces jeux et beaucoup de jeux vidéo, c'est qu'on incarne un guerrier, un soldat, un aventurier éventuellement, mais c'est toujours quelque chose d'assez violent, on va dire. Le but, c'est d'explorer le monde et généralement on détruit ou on tue tout ce qui bouge et même des fois ce qui bouge pas. Pour pouvoir avancer dans le jeu, que ce soit par exemple dans God of War, il faut qu'on détruise les ennemis qui sont devant. Et notre exploration du monde, elle va se faire petit à petit. On va explorer étape par étape ce monde finalement en détruisant ce monde. Voilà. Est-ce que ce genre de héros sont les meilleurs héros de jeux vidéo? En fait, je vais répondre que ce sont sans doute les héros les plus forts. Si on prend un soldat ou un guerrier avec une arme, bah, il va être plus fort que, je sais pas moi, un forgeron, un vendeur, un marchand ou un politicien. Mais est-ce que ces héros guerriers ou soldats sont vraiment les meilleurs héros jeux vidéo? Je vais vous parler un peu de héros scientifiques maintenant. Est-ce qu'on peut incarner un scientifique dans un jeu? Donc au lieu d'incarner un soldat ou un guerrier qui va détruire tout ce qu'il va rencontrer, est-ce qu'on peut incarner un scientifique? Alors lorsqu'on parle de héros scientifiques, la plupart des gens pensent à Monsieur Gordon Freeman de la série Half-Life, un scientifique dans une base et ça se passe pas très bien. Au début, on arrive dans notre laboratoire avec une sorte de petit tramway. On rencontre nos collègues, on appuie sur des boutons, on met notre combinaison, on monte une échelle, on appuie sur un bouton, c'est un grand travail des chercheurs. Après, on déplace un petit machin, on appuie encore sur un bouton, ça se passe pas bien. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas fait beaucoup de recherches à part appuyer sur des boutons. Et après, on commence à se faire attaquer par des bébêtes. Et tout ce qui est aspect scientifique, on le perd un peu. On prend des armes pour déverrouiller des passages, on utilise assez rapidement des shotguns, on détruit tout ce qu'on voit, même ce qu'on connaît pas, en tout cas tout ce qui a l'air de bouger. Éventuellement peut-être pas nos collègues scientifiques, et encore on n'est pas pénalisé lorsque c'est arrivé. Mais voilà, en fait on peut pas vraiment dire qu'on incarne un héros scientifique dans Half-Life. On incarne peut-être un scientifique, mais en fait on incarne un soldat avec une mitraillette qui détruit un peu tout ce qui bouge. Quand je parle d'incarner un héros scientifique, c'est plutôt incarner un jeu où on va avoir une démarche scientifique. Le scientifique, il va essayer de comprendre comment le monde fonctionne autour de nous. Lorsqu'on voit une image, un monde, une image quelconque, le scientifique va essayer de comprendre comment l'eau est faite pour circuler dans le petit ruisseau, comment l'arbre fait pour prendre l'oxygène et tirer son énergie de ça. Comment l'animal va se répartir, se reproduire, tout ça. Donc c'est essayer d'observer le monde et essayer de comprendre les lois qui derrière régissent ce monde. Et en fait, c'est la base d'un certain nombre de jeux. Et le premier dont je voudrais vous parler, c'est Myst. Myst, c'est un jeu qui est sorti en 1993 et les plus jeunes auront du mal à réaliser, mais c'est un des plus grands succès mondiaux du jeu vidéo. Des gens ont acheté des ordinateurs juste pour pouvoir jouer à ce jeu. Aujourd'hui, c'est toujours dans le top 20 des jeux les plus vendus au monde et c'est le seul qui est dans le top 20 qui soit avant la fin des années 90. Donc c'est un jeu où on se retrouve sur une île. Une île, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Cette île, on ne comprend pas trop comment elle marche. Il y a des choses à des endroits qui sont un peu mystérieux, des engrenages, des leviers. Et on va commencer par observer. On va commencer par observer, explorer. On va trouver des choses, on va essayer d'appuyer sur des leviers, des mécanismes, etc. Et on va voir comment ça fonctionne. Et en expérimentant, petit à petit, on va on va comprendre un lien entre tel et tel levier, entre tel et tel puzzle, etc. Donc en fait, avec une expérimentation, avec des tests ou quoi, on va comprendre petit à petit
quels sont les mécanismes qui régissent ce monde. Par ailleurs aussi, dans ce jeu, on peut trouver pas mal de livres qui sont écrits, c'est des indices laissés par quelqu'un qui était sur l'île avant. Et en fait, ça correspond un peu, quand on est scientifique, à la bibliographie. On va voir un peu ce que les autres gens ont trouvé, quels indices, ce qu'ils ont vu et tout. Et ces livres, quand on les lit, vont nous donner des indices sur comment ce monde fonctionne. Donc Myst, même si on n'incarne pas un scientifique, on n'a pas la blouse ou on ne dit pas qu'on est scientifique, bah, on a quand même une démarche scientifique dans ce Il y a un autre jeu plus récent que je vous recommande plus que Myst, qui a un petit peu vieilli quand même, c'est The Witness. C'est un peu le même principe. On arrive sur une île, on comprend pas trop voilà, ce qu'on fait là ou quoi. On voit qu'il y a des petits puzzles. Au début, on ne sait pas trop comment les résoudre. Puis plus on comprend comment la façon de penser pour résoudre ce puzzle, plus on découvre de choses dans l'île. Et de proche en proche, on va découvrir un peu tous les mécanismes cachés qui expliquent comment fonctionne cette île. Alors, un jeu de puzzle, ça marche bien, mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres. Il y a In Other Waters, qui est beaucoup moins connu. C'est un jeu indépendant sorti assez récemment. C'est un jeu où on joue un xénobiologiste. Comme son nom l'indique, c'est un jeu où on va jouer un scientifique, un biologiste, qui arrive sur une planète avec une faune et une flore qui fonctionnent de manière très particulière. Et c'est un jeu narratif où on va essayer d'explorer comment ça fonctionne. Voilà, donc l'interface est assez épurée, assez simple. On voit le monde qui nous entoure à travers une interface particulière. Et en fait, surtout, il y a une intelligence artificielle qui discute avec nous et qui va nous donner des informations sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, et petit à petit, en voyant les interactions entre la faune et la flore et tout, on va découvrir des mystères, sans vous spoiler quoi que ce soit, sur cette planète-là. Donc là, c'est vraiment un jeu où on incarne carrément scientifique, en tout cas dans sa démarche. Maintenant, je voudrais présenter encore un autre jeu. Ça va être Subnautica, qui lui est beaucoup plus connu. C'est un jeu c'est Game of the Year l'année dernière, donc c'est un jeu qui a eu pas mal de prix. C'est un jeu où on joue un survivant d'un vaisseau spatial qui s'écrase sur une planète océan. Voilà, là on se réveille, on est dans une capsule de survie, on comprend pas trop ce qui se passe, ça explose de partout. Et surtout, on s'aperçoit dès qu'on sort de notre vaisseau qu'on est au milieu de l'océan et qu'il n'y a pas un seul bout de terre à l'horizon. Donc c'est un jeu de survie à la base, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux dedans, une faune et une flore, mais ça ne sert à rien de les tuer en fait. On peut détruire son environnement, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'abord de survivre, et ensuite de comprendre pourquoi est-ce que notre vaisseau s'est crashé sur cette planète. Il y a une raison très particulière. Et aussi de comprendre un peu ce monde un peu particulier qui est différent de notre Terre, et voir comment il fonctionne. Il y a des créatures qu'on ne connaît pas, il y a des algues, des champignons, tout ça. Et on va voir que c'est tout un écosystème qui fonctionne, qui a ses propres lois et ses propres règles. Le jeu, ça va vraiment consister à essayer de comprendre comment ce monde fonctionne pour pouvoir comprendre ce qui nous est arrivé et éventuellement réchapper de ce monde par la suite. Le dernier jeu que je voudrais vous présenter, c'est Outer Wilds. Là aussi, c'est un jeu qui a eu pas mal de prix et dans un style assez différent. Alors ça, c'est un jeu où on joue un explorateur sur une planète, une petite planète. On prend son vaisseau spatial, on part dans l'espace, c'est très rapide d'aller dans l'espace, et là on va explorer les autres planètes qu'il y a. Ces planètes, elles sont toutes très très particulières, elles ne ressemblent pas à ce qu'on a l'habitude de voir en astrophysique. C'est une planète qui est en train de se creuser petit à petit, qui est en train de se détruire. C'est une double planète avec l'une qui se vide de sa matière et l'autre qui se remplit. C'est une planète avec des effets quantiques qui fait qu'il y a des choses qui se passent lorsqu'on ne l'observe pas et d'autres choses qui se passent lorsqu'on les observe. C'est vraiment très particulier, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses.
Et la particularité de ce jeu, c'est que on recommence à zéro toutes les 22 minutes. Contrairement à beaucoup de jeux, au bout de 22 minutes, on meurt. Enfin, on meurt pas tout à fait, on revient 22 minutes plus tôt. On garde pas d'objets, on gagne pas d'expérience, on gagne rien du tout. Le seul but, c'est essayer de comprendre cet univers très particulier, comment il fonctionne. Il y a une fin dans le jeu, et si on sait ce qu'il faut faire dans le jeu, on peut y accéder dès la première partie, mais c'est quasiment impossible si on ne sait pas ce qu'il faut faire. Finalement, le jeu, ça va vraiment de comprendre cet univers, d'essayer d'avoir des traces sur les anciennes civilisations qui ont vécu dans cet univers-là, et de comprendre ce qui a pu se passer. Le point commun de ces quelques jeux, ces quelques exemples que je vous ai donnés, c'est que pour avancer, il faut pas détruire le monde, il faut essayer de le comprendre. Il faut pas détruire tout ce qui bouge ou quoi, ça sert pas ou voire c'est impossible. Mais ce qui est important, c'est de comprendre les lois qui régissent notre monde. Et en fait, ils ont vraiment une démarche scientifique. On expérimente, on essaye. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Lorsqu'on fait une expérience, on observe le résultat, on regarde on voit si ça a marché, si c'est le mécanisme qu'on a compris de l'interaction entre telle ou telle chose, est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense qui explique ça? Donc voilà, on propose des explications. Et bien souvent, il y a la documentation qui est un peu éparse, dans lequel on doit chercher pour avoir des informations et tout ça. Donc, si j'arrive au bout de ma question, c'est les scientifiques sont-ils les meilleurs héros de jeux vidéo? C'est probablement pas les plus forts. On prend un guerrier ou un soldat, ce sont des gens qui sont plus forts que des scientifiques. Mais c'est sans doute des héros plus intéressants. Et finalement, du point de vue de créateurs de jeux vidéo, c'est sans doute plus intéressant de créer des héros scientifiques qui vont essayer de comprendre le monde qu'on a créé, plutôt que prendre des héros soldats qui vont essayer de détruire tout ce qu'il y a dedans. Voilà, cette conférence est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour parler de sciences et jeux vidéo.